Étienne Alexandre Beauregard s'en vient dans quelques instants, Karima. On va parler du resserrement des règles en immigration. Bon, écoute, moi, je vais mettre carte sur table. Là. J'ai un peu cheminé sur une question et je sais que ça en surprend quelques-uns. J'ai toujours été en faveur d'une baisse des seuils d'immigration. J'ai toujours considéré, et je pense que là-dessus, on est d'accord, qu'il faut considérer la capacité d'intégration, qu'il faut considérer la survie de la langue française, qu'il faut considérer même une certaine forme de cohésion sociale. C'est un truc qui est tabou, mais il faut en parler. C'est pas vrai qu'on peut vivre toute la planète ensemble à l'intérieur d'un même pays puis que ça se passe bien. Je pense pas. Je ne crois pas à ça. Par contre, il y a des jobs, j'ai l'impression, Karima, qu'on ne veut plus faire. Aller dans le champ, on ne veut plus faire ça. S'occuper des vieux, on ne veut plus faire ça. Travailler dans les hôpitaux, de moins en moins. Et quand j'entends parler de gens qui font ces jobs-là et qui nous viennent de l'étranger et qui sont menacés de partir, j'ai envie de répondre, branchons-nous, là. Faisons ces jobs-là, acceptons de les faire, ou alors, acceptons que des gens viennent les faire à notre place. Non? Bien, ça dépend combien de personnes vont venir faire ces jobs-là et je te dirais la qualité, comment sont payés ces fameux emplois, les conditions de travail et tout ça. Ça, c'est un vrai sujet aussi parce que moi, je ne peux pas cautionner non plus l'idée qu'on serait des espèces d'exploiteurs. On le fait pas, fait qu'on va payer à rabais des gens pour faire des emplois difficiles. Tu sais, à un moment donné, il y a aussi ça. On ne peut pas prêcher la vertu et en même temps être soi-même coupable de ne pas être dans cette vertu-là de façon déguisée. Tu sais, il y a cet aspect. Et ensuite, quand je te dis de combien, c'est que, exemple, on dit, OK, oui, là, il faut plus de personnes issues de l'immigration parce qu'il manque de boulot, il faut accueillir plus. Mais ces personnes-là vont aussi avoir des besoins. Tu sais, à un moment donné, si tu fais du regroupement familial aussi, puis que tes parents vont venir ici, puis que ces personnes-là ont besoin de soins, ou toi, tu as des enfants, tu travailles comme préposé aux bénéficiaires, tu as un enfant, tu vas vouloir l'envoyer à la garderie, ça va prendre des personnes qui s'occupent aussi de la garderie, ça va prendre des surveillantes, puis ça, ben là, on va dire, oui, mais là, j'ai pas de recrutement parce que là, des surveillantes dans les CPE, il en manque, on prend des personnes, puis là, il faut aller chercher des femmes aussi qui sont issues de l'immigration parce que là, les boulots. Donc, mon point, c'est que je trouve qu'il y a comme cette idée, des personnes qui arrivent ici, c'est pas de fermer la frontière. Je pense que ça n'a jamais, en tout cas, pour moi, c'est pas ça du tout. Là. Je veux dire, je suis pas contre l'immigration. C'est juste que tu vois, premièrement, à quel point d'avoir un peu perdu le contrôle de nos flux migratoires. Sous l'ère Trudeau, ça fait encore mal aujourd'hui. Tu sais, à un moment donné, quand tout complètement, j'allais dire le robinet au sens, dans le message, venez, tu déstabilises complètement, ne serait-ce que pour la construction des écoles, pour la construction de CPE. Tu as mis une pression énorme, puis là, on commence à peine à, un peu reprendre un petit peu le contrôle de ça. Donc, moi, je fais attention quand même à ces idées un peu de lobby. Puis, pour ce qui est, je veux juste faire un point là, sur les travailleurs temporaires. Je pense que ça en prend, effectivement, pour certains secteurs. Mais oui, il faut que ce soit aussi temporaire dans certains cas parce que sur certains emplois, OK? Puis ça, c'est normal. J'allais dire, c'est même normal aussi. Il y a des emplois, puis je peux comprendre là, des personnes, exemple, qui arrivent ici comme temporaires. Ils font des emplois difficiles. Peut-être que c'est payant quand ils retournent, par exemple, tu sais, je sais pas, au Mexique ou dans certains pays d'Amérique du Sud. Là, tu vas faire de l'argent là-bas. Ton pouvoir d'achat va être plus élevé parce que l'argent canadien, tu vas faire plus pendant une couple de mois. Mais si tu vis ici à temps plein sur ces revenus-là, par exemple, un travailleur, tu vas aller chercher des légumes ou enfin, tu sais, dans le travail agricole ou des choses comme ça. Mais là, si tu dis, on va régulariser tout le monde puis ils vont être ici de façon permanente, il y a quelque chose de naturel qui se fait. Et j'allais dire tant mieux, dans la mesure où ces personnes-là, au bout d'un certain temps, elles vont souvent quitter ces emplois-là pour aller chercher des emplois mieux rémunérés, parce que le coût de la vie ici est très élevé, le logement et tout. Donc, tu te retrouves quand même, je pense, à long terme, moyen terme, avec encore des pénuries de main-d'œuvre dans ces secteurs-là, s'ils sont mal payés puis si ce sont des conditions difficiles. C'est pour ça que... Oui, non, je te suis. Puis, il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. Puis, on est d'accord sur le fait que plus d'immigration, ça engendre aussi plus de demandes d'emploi. C'est-à-dire plus de demandes de services. Donc, on a besoin de plus d'emplois ensuite à combler. Donc, c'est comme un cercle sans fin. Mais tu vois, moi, il y a un truc que
j'achète de moins en moins, et c'est pas exactement ce que tu as dit, mais j'entends quand même des gens souvent dire c'est des jobs mal payés. Fait que de dire que la solution, c'est l'immigration, ben, c'est de ne pas encourager les entrepreneurs à augmenter les salaires. C'est pas tout le temps vrai, ça. Tu sais, dans un Tim Hortons, peut-être, OK, qui pourrait payer son monde 17 piastres de l'heure au lieu de payer 16, OK, peut-être. J'aimerais ça voir les livres comptables, peut-être je me trompe aussi. Mais dans les champs, là, les fermiers qu'on reçoit, là, ils ne payent pas leur monde au salaire minimum. Ils les payent bien. Ça ne nous tente plus de faire ces jobs-là. Ça ne nous tente plus. On a tout un diplôme dans quelque chose. Institut Técor, Institut ci, Institut ça, collège Élis, collège ci. On a tout un diplôme dans quelque chose et on trouve ça, et c'est un gros problème, je pense, on trouve ça indigne de se ramasser les deux genoux dans un champ. Donc, on fait quoi? Est-ce qu'on ferme nos champs puis on importe tout de l'étranger ou on fait venir du monde qui accepte de faire ces jobs-là? Puis la même chose pour travailler avec les personnes âgées. C'est pas des salaires de crève-faim, là. Sans dire que c'est des gros salaires, c'est quand même payé pour ce que ça vaut peut-être. Donc, et on veut pas les faire, ces jobs-là. Donc, on fait quoi? C'est ça le gros problème. Moi, honnêtement, je chemine là-dessus. Là. À un moment donné, il faut être cohérent un peu. Là, oui, mais justement, c'est parce que je trouve qu'on prend toujours le problème ou l'enjeu juste d'une seule affaire. Tu sais, c'est comme si tu dis, OK, mais ça parce que un enjeu, ça, je te le mentionnais, ça a des répercussions sur d'autres éléments. Parce que là, après ça, si tu me dis, OK, parfait, là, on pense à ces postes-là, puis là, tu dis, OK, plus. Mais là, on va me dire, OK, mais là, finalement, pour le logement, tu as vu en ce moment, avec la crise de l'itinérance, les logements abordables, il y a une crise d'abordabilité. Tu en as des logements de luxe, puis des appartements de 2 chambres à 2 500 $ par mois. Excuse-moi, mais avec des emplois, que tu parles d'emplois d'aller ramasser des fraises ou je sais pas trop quoi. C'est pas avec ça que tu vas te payer un logement à 2 500 $ par mois. Donc, tu fais quoi? Tu sais, c'est bien beau de dire, oui, on a besoin de bras. OK, mais ces bras-là ont besoin de logement aussi. On est d'accord. Je veux dire, s'ils ont mal au dos, il va falloir qu'ils aillent à l'hôpital se faire soigner ou voir un médecin. Donc, pour ça, je dis, c'est complexe. Puis, c'est cette espèce de polarisation, de binaire, de dire, ben là, t'es pour, ben là, c'est l'humanité, tu es contre. Non, ça, c'est stupide. Ça, j'embarque pas là-dedans. C'est épais, là. Non, j'embarque pas là-dedans, effectivement. Là, Étienne Alexandre Beauregard est avec nous. Bonjour, Étienne. Salut Rémi, salut Karima. On va lancer des chiffres. Là, en 2015, le Québec comptait environ 43 000 travailleurs temporaires. En 2026, c'est presque 190 000, donc c'est à peu près 5 fois plus. Là, tu te poses la question, est-ce que le secteur des services, on se la pose aussi, est-ce qu'il est rendu dépendant des travailleurs temporaires? Ben oui, parce que en fait, toute cette question-là, ce débat-là que vous avez depuis tantôt, c'est quelque chose qui revient toujours dans les médias. À chaque fois qu'il y a un resserrement des règles ou à chaque fois qu'il y a une industrie qui trouve pas autant d'employés au salaire qu'ils voudraient, ben là, tout d'un coup, c'est comme si c'était la solution magique, il faut juste plus de monde. Mais je pense que c'est intéressant quand même de regarder, il y a seulement 10 ans, en 2015, on était beaucoup moins dépendant de cette main-d'œuvre-là. Je veux bien que le Québec a un peu vieilli depuis ce temps-là, mais vieilli 5 fois plus. C'est quand même une question qu'on peut se poser. Puis moi, j'ai l'impression qu'on a vraiment développé une dépendance à tout ça. Puis on peut quand même effectivement se poser la question. Moi, je pense que le point de Karima était très valide de dire jusqu'à quand ça arrête. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut démêler là-dedans aussi, au sens de, par exemple, tout ce qui est le secteur agricole. Rémi t'en parlait. Initialement, les 43 000 de ce temps-là, il y en a une bonne partie qui étaient des travailleurs agricoles. Parce qu'initialement, le programme des travailleurs étrangers temporaires, là, ben, à la base, c'était des gens qui étaient vraiment temporaires, qui, justement, venaient pendant les mois d'été à des places comme l'île d'Orléans, etc., où il y a des fermes, ramassaient des fruits, des légumes, puis après, repartaient. Beaucoup des gens, justement, d'Amérique latine, qui, pour eux, c'était une super opportunité de faire de l'argent pendant une partie de l'année. Après ça, ils ramenaient ça dans leur famille. Dans ces pays-là, ça fait qu'ils vivaient très, très, très bien, là. Oui, ils revenaient, là, juste le préciser, ils revenaient. Là, mais oui, d'année après année. Mais ça, il y avait un avantage, j'allais dire, pour les deux. C'est-à-dire que, tu sais, au salaire, où est-ce qu'on payait ici, si tu vis là-bas dans certains pays d'Amérique du Sud, bien là, c'était profitable aussi pour eux. Puis là, tu n'as pas cette pression-là pendant toute l'année sur la question des services, des transports. Tu ne déracines pas non plus des familles aussi. Tu sais, il y a ça, là, je pense que c'est comme ça devient l'angle mort de cette histoire-là, Étienne. Mais donc, tu dis, c'est ça, on posait la question, on est rendu dépendant. Comment on est dans cet engrenage-là? Comment ça, on ne sort pas de ça?
Ben, l'affaire, c'est que je pense qu'il y a eu une confusion au niveau des programmes où les temporaires sont plus temporaires. Tu sais, moi, ce que je vois dans chaque histoire comme ça, c'est ben, des gens qui arrivent avec un permis sur lequel il est clairement écrit que ce Mhm. permis-là dure pour 2, 3, 4 ans et pour lequel il faut que tu t'engages au gouvernement fédéral, même tu dois faire la preuve que tu as encore des attaches dans ton pays d'origine et que tu vas y retourner après. Mhm. Fait que j'avoue que moi, je lève toujours un sourcil quand je vois dans ces histoires-là qu'on est comme, oh mon Dieu, ça se peut-tu, le permis n'a pas été renouvelé. Mais à un moment donné, ce programme-là, il a été conçu pour des emplois qui sont temporaires. Que tu venais pendant une certaine période, tu faisais ça, tu repartais. Même chose pour les étudiants, parce que c'est un peu le même débat. Beaucoup d'étudiants commencent à travailler, etc. Comme si le fait d'arriver sur un permis temporaire, c'était une garantie d'être permanent à Mhm. jamais. Moi, j'ai étudié à l'étranger. Peut-être que vous avez fait ça aussi. Je suis allé à Paris pendant 6 mois. Mon visa, il durait 8 mois. Mhm. Puis après ça, c'était juste attendu que je retournais. Tu sais, je veux dire, il y a pas, on peut avoir des expériences comme ça dans la vie où on dit, je vais faire ça. C'est comme ceux qui, dans la génération de nos parents, là, allaient planter des arbres en Abitibi. Mhm. C'est-à-dire que tu te dis, c'est un emploi qui dure pendant un certain temps, puis je reviens, puis c'est ça. Mais on dirait que ce modèle-là, c'est ça pourquoi le permis était conçu. Mais là, on dirait qu'il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent pour faire autre chose avec. C'est Mhm. ça qui donne un peu de confusion, j'ai l'impression. Mais on fait quoi, mettons, avec les gens qui travaillent avec nos personnes âgées? Ça, j'imagine que c'est pas de façon temporaire qu'on a besoin d'eux. On a besoin d'eux à temps plein, pas de façon permanente. On veut pas qu'ils s'en retournent 6 mois par année chez eux. On a besoin d'eux 12 mois par année. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On veut plus les faire, ces jobs-là. Ça nous intéresse pas. À ce moment-là, peut-être que les permis de travail temporaire, c'est pas le bon outil pour faire ça. Hein. Puis justement, quand tu as un programme qui est détourné comme ça, moi j'ai Mhm. bien l'impression que c'est ce qui est arrivé, pourquoi les chiffres ont autant explosé. Là, tu le disais 5 fois plus pratiquement depuis 10 ans. Moi, je pense qu'il faut recourir à d'autres manières. Puis ça revient un peu à ce qu'on disait hier. Sur toute la question de la crise du travail manuel puis du travail des soins. Mhm. Je veux dire, moi, je pense que c'est positif quand on augmente les gens dans ces métiers-là, quand on fait en sorte qu'on peut bien gagner sa vie, mais il faut à un moment donné qu'il y ait la reconnaissance sociale qui vienne avec. On en a Mhm. parlé pendant la pandémie, les anges gardiens, etc. Est-ce qu'on a encore cette vision favorable-là au sens où on dirait à notre enfant qui s'est dit, moi, mon appel, il est là, il est dans les métiers du soin, etc. Est-ce qu'on lui dirait, oui, vas-y, j'embarque? Je me souviens, une discussion là, que j'avais déjà eue avec un ancien ministre de l'Éducation, dont je ne nommerai pas le nom, qui avait un intérêt pour la formation professionnelle. Lui, il disait, il y a vraiment quelque chose à faire là, parce que quand on regarde notamment les métiers en tension pour lesquels on fait venir des travailleurs temporaires aujourd'hui, il y en a qui sont très bien payés, plombiers, soudeurs, électriciens, etc. Des choses qui gagnent plus que ton diplômé universitaire moyen. Mhm. Mais il me disait, moi, la réticence que je vois quand je parle d'enseignement professionnel, de tout, c'est que quand les jeunes ils veulent aller vers là parce qu'ils voient que bon, l'école, écrire, remplir des examens, etc., c'est pas leur tasse de thé. Ils se disent je serais mieux là. Mais souvent, c'est des parents qui vont dire ouais, est-ce que tu devrais vraiment aller là? Est-ce que tu vas vraiment avoir un bon débouché? J'ai l'impression qu'il y a aussi une part culturelle là-dedans. On a peut-être des préjugés en droit de ce secteur-là, comme si le seul endroit où on pourrait réussir dans la vie, c'est quand on suit une filière académique. Puis ça, ben, on le disait hier, moi je pense que c'est le plus gros mythe qu'il faut déconstruire si on veut une Mhm. société qui est bien ordonnée, une société qui est plus égalitaire aussi sur le plan du statut social. Il faut qu'on reconnaisse que tout ça est digne, puis que tout ça mérite valorisation, puis que c'est pas stigmatisant de dire hey, moi je vais devenir préposé aux bénéficiaires parce que j'aime ça m'occuper des gens dans la vie, ou je vais devenir électricien parce que moi je suis habile de mes mains. Ça devrait être normal. Mhm. Non, ça, c'est vraiment intéressant. Puis tu as raison de le mentionner, tu sais, tous ces métiers-là qui peuvent être aussi payants, puis qui sont en tension, puis la valorisation, c'est Ouais. quand même super important. Puis des fois, tu sais, il y a j'allais dire, il y a des initiatives de la part du gouvernement. Rappelez-vous, là, quand il y a eu la pandémie, puis là, on cherchait des préposés aux bénéficiaires. Puis là, il est arrivé, puis là, il y a eu une sortie en disant, regardez, là, il va y avoir ce programme-là accéléré, on va former les gens. Tu sais, à un moment donné, il y a eu comme des initiatives qui ont fait en sorte qu'on est allé en recruter beaucoup de préposés aux bénéficiaires. Là, on va changer de sujet, Étienne Alexandre Beauregard. On va revenir sur le troisième lien parce que, ben oui, que voulez-vous? On a un C'est gars de comme... Québec avec nous, là. Il va nous expliquer c'est quoi cette affaire-là. c'est Il nous vraiment... parle là, depuis Québec de surcroît. Ah, ben là. c'est ça, exactement. Voilà, de troisième lien. On s'en sort pas. Hein. C'est comme, j'allais dire, c'est comme la canne aux pommes d'or, ça, le premier de l'an. Ça revient tout le temps. Ouais, C'est ben, quoi en ça, même la temps, canne? C'est quoi, c'est un peut-être que Amos d'Aragon? Ça vient d'où, ça? C'est les bateaux, OK, on oublie ça. Il manque la C'est les référence. bateaux, là, c'est les bateaux qui arrivent là, au port, le premier bateau qui arrive au port en hiver. Puis là, ben, il reçoit, le 1er janvier, il reçoit la canne aux pommes d'or. C'est comme tel le premier bateau de l'année à Ah, franchir. tu me passeras ce livre-là, je veux le lire. Non, mais Étienne, le troisième lien, nous, on est des gens de Montréal. Là. Tantôt, on en a parlé avec Nick Payne. Ça va peut-être redevenir un enjeu de la campagne. Pourquoi on s'en sort pas de ça? Qu'est-ce que ça dit sur le Québec d'aujourd'hui?
Ben, d'abord, je pense que ça dit que quand on a un projet d'infrastructure qui est dans la région de Québec, il y a beaucoup de gens qui veulent le soumettre à des contrôles de qualité, de pertinence qui sont peut-être plus élevés que quand on parle de la ligne bleue du métro à Montréal, du Oh, REM ou bien de toutes ces vu. affaires-là. Non, mais c'est vrai, le REM, est-ce qu'on en a débattu pendant 20 ans avant de le construire? Non, c'est juste la caisse qui l'a fait. Puis bon, là, il pète à tous les jours, mais on l'a pareil. On l'a pareil. Fait que, tu sais, moi, je comprends un peu les gens de la région de Québec qui sont exaspérés puis qui disent, OK, mais pourquoi à chaque fois qu'il est question de construire quelque chose à l'autre bout de la 20, ça prend toujours un débat, puis là, est-ce que c'est trop cher, puis tout ça, alors que le projet d'infrastructure à Montréal, ça passe comme du beurre dans la poêle. Pas Puis, musbeur, pas il faut sûr, le là. dire. Pas sûr non Bon, plus. certes. OK, OK. Mais vous comprenez mon Ben point, tu oui, sais, dans le ben sens oui. que ce niveau de débat-là, on ne l'a pas ailleurs. On l'a pas Mm. ailleurs. Puis ça révèle quelque chose sur la région de Québec, cela dit. C'est ceux qui disent que c'est un débat insignifiant qui veut rien dire, puis qui est juste du gossage de virgule ou de montant d'argent. Je pense qu'ils saisissent pas la réalité politique de la région de Québec. Hein, parce que, veux pas, il y a deux blocs électoraux dans la région de Québec. Tu as les quartiers centraux, hein, Sainte-Foy, Sillery, qui, grosso modo, en termes de circonscription, on parle de Jean Talon, Tachereau, Jean Lesage, Nalmoyou. C'est des quartiers centraux de base qui sont plus de gauche, moins dépendants de la voiture, davantage favorables à la densification, au projet de tramway du Mont-Marchand, évidemment. Et le reste, c'est des banlieues. La ville de Québec, c'est une ville qui est très étalée, où le mode de vie de banlieue est encore valorisé, encore possible. Puis toute la dizaine de circonscriptions autour, même si on compte Lévis, qui fait partie du Grand Québec, là, c'est des gens qui vivent en banlieue, qui Mm. sont attachés au modèle de la maison unifamiliale, qui croient à ce modèle de développement-là. Et laissez-moi vous dire que c'est parfaitement légitime. Fait que quand on parle de la question du troisième lien et versus le tramway, c'est la question comment est-ce qu'on développe la ville? Est-ce qu'on veut densifier puis concentrer dans les quartiers centraux? Ou est-ce qu'on veut continuer l'expansion, notamment en permettant vers l'Est de faire de l'étalement, de construire des condos, de construire des maisons unifamiliales, puis de permettre à plus de gens d'avoir ce mode de vie-là? Fait que pour moi, ce débat-là, c'est une question quasiment philosophique qui est importante. C'est pas juste une question banale qui veut rien dire. Je pense qu'au contraire, Québec, là-dessus, là, c'est vraiment un vrai lieu où se joue toute la question un peu de l'urbanisme et de comment on veut vivre dans l'avenir. OK. Sauf que sur l'affaire du troisième lien, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'instrumentalisation politique avec ça. Tu sais, on a envie de dire, puis je veux dire, moi, j'ai grandi à Montréal. Si vous en avez besoin d'un, si c'est urgent, si c'est quelque chose qui est nécessaire, tu sais, que tu as comme envie de dire, ben que les gouvernements qu'ils le fassent, qu'ils trouvent un moyen, tu sais, ça sera-tu un péage, ça sera-tu une partie. C'est que là, on a l'impression que ça va nulle part. Ça va nulle part, cette affaire-là. Puis, ça, tu sais, c'est des dizaines de millions de dollars en études. On nous ressort ça pour flatter les gens dans le sens du poil, mais c'est comme tu sais, quelque part, si c'est nécessaire, go, puis c'est tout. Tu sais, t'as pas cette impression-là qu'à un moment donné, on parle, puis il se passe rien aussi, là. Ah ben 200%, là, je veux dire, je suis complètement d'accord. Puis ben on peut certainement jeter une part de blâme au gouvernement pour ça, dans le sens que Coalition de Québec, ça fait depuis 2014 qu'on fait campagne sur ce projet-là. Hey, ça fait Huit 12 ans plus ans! tard, 12 ans! exact. Ça fait trois élections. Puis là, il y a toujours pas une parité de terre de fait. Fait que, tu sais, les gens de la région, ils ont raison d'être un peu fâchés, là. Je veux dire, certainement, c'était une promesse forte. Bon, après, c'est sûr que si tous les partis et tous les gouvernements reviennent avec une formule différente à chaque élection, là, est-ce que ça va être le fameux bitube, hein, ou un tunnel, un pont? Est-ce que ça va passer par l'île d'Orléans? Est-ce que ça va être un lien, mais juste pour le transport en commun, comme le PQ le propose? Mais dans le fond, tout le monde s'entend qu'il y a quelque chose, là, parce qu'on a quand même une région qui est en croissance. Là. Statistique Canada nous dit que c'est la région où il va y avoir la plus grosse croissance de population d'ici 2050, puis deux ponts qui sont juste un à côté de l'autre, alors que Lévis est très développé vers l'est. Fait que juste, il y a une question là, c'est pour ça que des gens qui disent il y a absolument rien à faire pour améliorer le développement et la mobilité dans la région de Québec, il y en a à peu près zéro, là. Oui, mais tiens, Alexandre, juste parce qu'on va en parler un peu plus tard aussi là, de ce troisième lien-là, mais plus précisément de la proposition du Parti québécois, c'est-à-dire un lien juste utilisable pour le transport en commun. À Québec, le monde, le transport en commun, là, peux-tu défaire ce mythe-là? Là? C'est parce que c'est pas comme à Montréal. Là. Mais non, puis tu sais, honnêtement, moi, je ne sais pas si pour le Parti québécois, c'est sage d'arriver avec cette espèce de proposition mitoyenne, parce que, comme on disait tout à l'heure, tu sais, il y a deux blocs dans la région de Québec. Là. Je veux dire, il y a les gens qui vivent sur le mode plus densifié, qui se servent des transports en commun. Il y a les gens qui restent en banlieue, qui veulent leur voiture. Moi, je suis prêt à vous parier que 98% des gens qui sont très favorables au troisième lien le veulent parce qu'ils veulent le conduire avec leur voiture dessus. Puis, à l'inverse, si vous êtes très favorable au transport en commun, que vous souhaitez pas densifier, vous
souhaitez pas étaler davantage, vous voulez densifier plus, mais est-ce que ce projet-là va vraiment satisfaire votre goût à vous? Fait que des fois, c'est un peu ça, hein, le dieu de la politique, où quand on essaie de proposer une solution mitoyenne, ben on satisfait personne. Mhm. Mais Étienne, il y a quand même l'enjeu du coût parce que, tu sais, ces années-là, on parle d'études, il y a la caisse de dépôt aussi là, qui a rajouté son mot là-dessus. Tu sais, ça se peut-tu aussi qu'à un moment donné, il faut se dire que ça peut coûter trop cher puis que c'est peut-être juste pas un bon projet, point. Tu sais, ça se peut-tu qu'on en arrive aussi à cette conclusion-là? Tu sais, si tu penses, des fois, au stade olympique, là, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Oui, c'est emblématique, mais tu as vu ce que ça coûte. Peut-être que les gens ont peur de se dire, ben c'est-tu un gouffre sans fin, cette affaire-là? Est-ce qu'on doit payer indéfiniment pour ça? Écoute, c'est sûr que quand on regarde la vitesse où le coût des infrastructures monte au Québec, tu te dis, si on avait commencé à le faire en 2014 Ouais. avec l'inflation aujourd'hui, ce serait des peanuts, ça serait juste une Mm. petite ligne sur le budget et encore. Mais tu sais, est-ce qu'on a la même discussion sur le métro de Montréal? Est-ce qu'on a la même discussion sur tous ces projets de transport en commun-là? Puis même chose pour le tramway. Là. Non, Je mais veux nous, dire, on je est pense des qu'on a Montréalais. vu la Non, mais fin. Vous Oui, n'êtes pas j'ai des compris, Montréalais. j'ai Vous. compris. Nous, on est des Montréalais, Étienne. Dans ta gueule. C'est ça l'affaire. T'as pas compris encore. Non, mais c'est vrai, t'as raison, totalement raison. Le stade, on le fait. Le REM, on le fait. Le métro, on le fait. Puis à Québec, ben, c'est compliqué. En tout cas, on se laisse. Merci, Étienne Alexandre. Merci, Étienne. Bye bye. Merci à vous deux. Salut.